Bonsoir, bienvenue à l'Eurométropole de Strasbourg pour ce 6e Facebook Live qui est consacré ce soir à l'artisanat. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Hoffmann, qui est le nouveau président de la Chambre des métiers. Nous allons en parler dans quelques instants. Juste pour moi l'occasion de vous remercier pour votre fidélité à ces rendez-vous Facebook Live. Nous dépassons largement les 120 000 vues sur tous nos Facebook Live. On a calculé et c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Bonsoir Robert Raman. Bonsoir. Monsieur le Président, merci de nous avoir permis de réaliser ces Facebook Live en direct de l'Eurométropole. Bonsoir Jean-Luc Hoffmann. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de la Chambre des métiers d'Alsace. Nous allons en parler rapidement. Néanmoins, on ne va pas commencer cette émission sans rendre un hommage particulier à Bernard Stelter. Bernard Stelter était le président bien connu de la Chambre des métiers. C'était aussi le monsieur artisanat en France, en quelque sorte. Certains disaient même qu'il était que le vrai ministre de l'artisanat, c'était lui. Et je peux témoigner qu'effectivement, c'était le cas. Vous avez bien connu Bernard Stelter tous les deux. On va en parler. Vous voyez des images qui défilent, des images fournies par la Chambre des métiers et aussi des images de notre photographe à hors-norme, Nicolas Rosès. Robert Herman, vous connaissiez bien Bernard Stelter et vous aviez une relation tout à fait particulière avec lui. Oui, on a appris à se connaître et à mener des batailles ensemble lorsque les métiers de l'artisanat ont été secoués par des changements de réglementation par rapport au droit local, mais aussi par la présence de l'artisanat sur notre territoire de l'Eurométropole. Je veux dire, près de 10 000 entreprises qui sont concernées, je veux dire, c'est tout à fait considérable. Et puis par ailleurs, je veux dire, l'apprentissage de la beauté de l'artisanat, je veux dire, j'ai appris ça de Bernard. Et ça nous a rendus complices de beaucoup de batailles et de beaucoup de très très jolis moments qu'on a passés ensemble, je dirais, à observer, à admirer et toujours considérer celles et ceux qui en faisaient la richesse. C'était quelqu'un de particulièrement convaincant. Hein. Quand il avait une idée derrière la tête, il la lâchait rarement. Vous pouvez en témoigner aussi? Oui, Bernard, c'est un guerrier. Je veux dire que c'est quelqu'un qui, derrière des moustaches plutôt rigolotes et un charme identifiante et un charme réel, je veux dire, est quelqu'un qui ne lâchait rien, en particulier pour les gens de l'artisanat. Et il l'a fait jusqu'au bout, et il l'a fait depuis toujours. Et s'il a réussi, je dirais, son ascension exceptionnelle sur le plan social, je veux dire que c'est une fierté pour notre région. Et s'il a réussi ça, c'est d'abord à force de travail, et il faut le dire, je veux dire que il y a certes les talents personnels, mais il y a un travail considérable derrière, avec aussi quelqu'un qui, au-delà de la représentation, faisait l'unanimité dans les rangs de l'artisanat, et au-delà. Je ne connais pas de gens dans les milieux politiques et institutionnels, je veux dire, qui n'est pas pour Bernard de l'estime, de la reconnaissance et de l'attention, je veux dire, chaque fois qu'il parlait. Jean-Luc Hoffmann, vous l'avez forcément bien connu, vous étiez très proche de lui, à tel point d'ailleurs que je me suis laissé dire que, bien entendu, avant sa mort, qui n'était absolument pas prévue, je rappelle que Bernard est décédé des suites du Covid-19, la succession était déjà en route quasiment. C'est-à-dire que vous en aviez déjà parlé? Bernard, moi je le connais depuis 2005 et en 2005, je me souviens avoir été invité de sa part dans un petit bureau de l'UCA. Et puis j'en suis ressorti un quart d'heure après un monologue de sa part. Et sur le perron, il m'a claqué la bise. À une époque où on ne se claquait pas la bise entre hommes. Hein. Donc c'était sa façon d'être. Il avait une telle aura et puis une telle prestance à ce moment-là. Et puis en sortant de la pièce, je me suis dit, là, j'ai rencontré quelqu'un qui va peut-être changer ma vie. Et je l'ai accompagné en 2005 donc, à la Chambre de métiers. J'ai été élu, il était président jusque-là, à son décès. Et puis on échangeait beaucoup et puis on était devenus au fil des temps de vrais amis, mais de vrais amis. Il avait en quelque sorte commencé à préparer sa succession, si j'ai bien compris. Oui, on en parlait, on allait manger souvent ensemble et puis aller manger avec Bernard, c'était déjà quelque chose parce que quand vous aviez une table de réservée au fond d'une salle de restaurant et qui passait aux tables, on mettait un quart d'heure à atteindre notre table. Il avait un tel charisme, une telle prestance, tout le monde le connaissait et quand on ne connaissait pas, il allait vers les gens et puis donc
lors de ces soirées-là, on évoquait l'avenir. Effectivement, je devais l'accompagner sur un dernier mandat, après celui-ci, sur un dernier mandat de président. Et puis comme Jean-Louis Freid, qui est son vice-président du Bas-Rhin, est atteint par la limite d'âge au prochain exercice, je devais le remplacer à ce poste. Et puis voilà, il m'a amené un peu dans les sphères, des gens à rencontrer, puis aussi des instances sur les dossiers. Et en parlant de dossiers, sur des dossiers, ce que vous n'avez peut-être pas dit tout à l'heure, il a une connaissance des dossiers qui force l'admiration. Personne ne connaissait les dossiers comme il connaissait. Oui, Robert Hamann l'a dit, il travaillait manifestement beaucoup parce que ça ne vient pas tout seul, bien évidemment. Et puis peut-être aussi que Bernard Salter, c'est peut-être là-dessus qu'on tournera cette page, mais on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à Bernard Salter ce soir, bien entendu. C'est évident, ça se passera encore un petit moment comme ça. Donc, oui, il avait aussi ce charisme incroyable qu'on retrouve chez beaucoup d'artisans finalement, parce que quand on y réfléchit, il est parti de son métier de coiffeur, il a gravi les échelons, il n'était pas forcément destiné à faire tout ça, il s'est fait un peu tout seul, et à force de travail, de charisme, etc. Il aimait à dire que lui, le petit coiffeur de 14 ans, qui lavait les têtes dans un bac chez son patron, qui m'a présenté un jour, il aimait à dire que lui, il était arrivé dans des hautes sphères, et puis jusqu'au plus haut sommet de l'État. Personne n'a porté l'artisanat comme il a porté l'artisanat. On a eu une lumière pendant 15 ans de l'artisanat comme on ne l'a pas eu, comme on ne l'a pas eu avant. Absolument, donc hommage à Bernard Salter qui nous manque vraiment à tous beaucoup, tellement c'était un homme en plus charmant et qui connaissait le prix du travail chez tout le monde. Parlons un peu de vous maintenant, parce que c'est aussi le but, c'est qu'on vous connaisse beaucoup plus qu'on l'a peut-être fait jusqu'à présent. Vous étiez connu dans votre environnement à Haguenau notamment. Je pense que tous les bouchers charcutiers d'Haguenau et même du Bas-Rhin vous connaissent très bien. Parlez-nous un peu de vous. Vous avez 54 ans, vous êtes natif d'Haguenau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle J'ai fait un apprentissage. Je suis la 4e génération de bouchers charcutiers dans ma famille. Une entreprise qui a aujourd'hui plus de 100 ans, on est pas loin de 110 ans. Et c'est mon père qui m'a transmis la passion, le métier, le savoir-faire aussi. Donc j'ai commencé à 15 ans en apprentissage. À 21 ans, j'étais titulaire du brevet de maîtrise. C'est une notion qui est très importante pour un artisan. Et puis avec mon épouse, on a repris l'entreprise familiale en 1998. Puis ça fait aujourd'hui 22 ans qu'on est à la tête d'une boucherie de 2 boucheries et puis de 27 salariés. Donc on a réussi à se développer, à se moderniser dans le cadre de la boucherie. Et dans le cadre de vos activités syndicales, corporatives, institutionnelles, on va dire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été élu à la Chambre des métiers en 2005. Ça fait donc quand même 15 ans. Vous êtes occupé de quoi depuis ? Alors, ça fait 15 ans que je suis élu à la Chambre des métiers, oui. Mais il faut savoir que tout élu de Chambre des métiers émane de corporation. Oui. Donc moi, je suis président de la corporation du Bas-Rhin, des bouchers charcutiers, depuis 2018. Mais avant, j'étais largement représentatif au comité, et puis je m'occupais beaucoup d'apprentissage et de formation du nord au sud de l'Alsace, justement concernant les examens des bouchers charcutiers. Alors on en vient à cette crise terrible, cette crise sanitaire, économique, sociale sans doute, qui nous est tombée dessus très très rapidement. Sur ce fauteuil avant vous se sont succédés toutes sortes de personnes, de décideurs, qui nous ont parlé de l'impact de cette crise sur leur activité, sur leur secteur d'activité. Comment vous qualifieriez l'impact de cette crise sur les métiers de l'artisanat en règle générale ? C'est quelque chose qu'on peut, pour l'instant, pas encore quantifier à sa juste valeur, parce qu'il y a il y a des entreprises qui ont pu continuer de travailler, il y en a d'autres qui n'ont pas travaillé du tout, et il y en a qui reprennent. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui sont en détresse absolue, qui n'ont plus de rentrée d'argent, qui ont un manque de liquidité. Et puis, il y a les entreprises qui étaient là dès le premier jour, qui étaient peut-être les héros de la deuxième zone, parce qu'ils sont restés en activité devant un client à servir, par exemple, les entreprises artisanales de l'alimentation,
qui étaient là, qui ont mis en place tout de suite les accompagnements qu'il faut au niveau de la sécurité sanitaire. Hein. Les gestes barrières ont été mis très vite en place dans ces entreprises-là. Elles ont aussi su, en 8 semaines, se réinventer comme elles ne l'auraient peut-être pas fait en 10 ans. C'est-à-dire qu'on est passé au click and collect, on est passé au drive, on est passé au paiement en ligne. Tout ça, c'est des... On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une révolution très nette qui s'est produite dans l'artisanat, c'est une évidence. Oui. Et puis, il y a d'autres entreprises qui ont dû attendre. Tout le monde a attendu sagement à la maison qu'on pense au déconfinement. Et puis là aussi, ils ont dû se réinventer. Je pense par exemple aux coiffeurs ou certains métiers du bâtiment aussi qui ont dû prendre leur fiche métier en main et puis voir de quelle façon ils pouvaient continuer leur métier. Alors Jean-Luc, vous le savez, il y a des questions qui nous viennent directement des internautes hein, dans ce principe-là. Il y en a déjà quelques-unes qui sont tombées, vous pouvez nous les poser, on les récupère et on me les envoie directement sur cette petite tablette tout au long de cette émission. On va pouvoir en parler. J'ai ici par exemple des chiffres sur une activité, parce que souvent dans le grand public, quand on pense à artisanat, on pense, alors les métiers de bouche bien entendu, mais on pense aussi surtout aux chantiers, aux bâtiments, quoi. Hein. Il y a des expressions très célèbres. J'ai ici des statistiques qui sont assez récentes. 80% des chantiers ont été arrêtés à l'échelle nationale et régionale. Et une autre encore plus ébouriffante, seulement 3% des artisans du bâtiment et travaux publics avaient une activité quasi normale, souvent liée au dépannage d'urgence. Ça veut dire que 97% des artisans du bâtiment, et ça en fait du monde, hein, et ça en fait du business, 97% des artisans du bâtiment étaient ou très pénalisés, voire même complètement à l'arrêt. Est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières qui, pendant tout ce temps-là, sont remontées au niveau de la Chambre des métiers et comment vous les avez gérées? Alors, au niveau de la Chambre des métiers, on n'a jamais cassé le lien avec nos artisans. Hein. Depuis le début, les 8 semaines de confinement qu'on a eu, on a mis nos services sur la brèche. D'ailleurs, je les remercie pour le travail qu'ils ont fourni. Ils ont passé entre les appels entrants et les appels sortants, on a eu 15 000 coups de fil. Donc 15 000 appels d'artisans ou 15 000 artisans qu'on a contactés pour voir les demandes qu'ils ont, les besoins qu'ils ont, pour les aider à faire du chômage partiel, pour aider à avoir droit aux prêts d'État. Voilà, ça c'est le genre d'accompagnement qu'on a fait. Aujourd'hui, je peux vous dire, lundi, je suis sorti dans 4 entreprises pour marquer le déconfinement et ces entreprises m'ont fait part des problèmes qu'ils avaient. De la même façon, d'ici un mois, j'irai retourner voir 4 autres entreprises pour voir les problèmes qu'ils ont à ce moment T. Pourquoi ? Parce que comme le Covid mute et change, et on change d'opinion sur le Covid depuis 8 semaines, de la même façon, la problématique de l'artisan ne sera pas la même dans un mois qu'elle n'est aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que les artisans sont plus démunis que certaines autres sociétés pour faire face à tous ces enjeux-là? Souvent, on connaît c'est peut-être une caricature, pardon si c'est le cas, mais je ne le dis pas méchamment dans auquel cas. Souvent, l'image qu'on a des artisans, c'est le gars qui bosse, qui est à fond dans ses chantiers avec ses compagnons, avec ses ouvriers, et qui, bon, pour le reste, n'a pas toujours le temps de traiter les choses comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a une solitude plus grande dans l'artisanat que dans le cadre d'autres sociétés Non, absolument pas. C'est méconnaître les artisans. Les artisans ont un pouvoir de se reconstruire, de s'adapter à une situation. Aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle qu'on n'a jamais connue et que j'espère qu'on ne connaîtra plus jamais. Mais on a su s'adapter, on sait s'adapter. Même des entreprises qui sont dans le bâtiment réfléchissent aujourd'hui à voir comment on peut sortir de cette crise et puis comment on peut profiter du moment. Hein. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que on est arrivé au bout de quelque chose et que plus rien ne sera comme avant. Alors, vous y croyez vraiment ça, vous? Alors moi, je l'espère. Je l'espère. La mondialisation a montré ses limites. Hein, avec un exemple, la gestion des masques ou la gestion des médicaments. Hein, tout vient d'un pays, on est tributaire de ce pays. Aujourd'hui, il faut repenser un modèle qui soit plus local. Il faut arrêter, je pense que avec l'environnement, il faut aussi qu'on ait des achats plus vertueux. Que ça soit le particulier, nos concitoyens, ou que ça soit l'artisan. Il faut qu'on ait des achats de proximité. Il faut qu'on pense d'abord Made in France. Il faut qu'on pense Europe, avant de penser à acheter un prix.
Aujourd'hui, on doit être dans cette démarche, et ça doit être une démarche qui doit nous guider pour les prochaines années. Robert Hamann, quand vous entendez Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre des métiers d'Alsace, parler comme ça, ces derniers mots-là, j'imagine que vous buvez du petit lait, non? Ah oui, complètement. C'est une discussion qu'on a eue avec la Chambre des métiers. Lorsque la métropole de Strasbourg, avec la ville, et puis ensuite avec d'autres départements, ont mis en place dans les marchés publics la clause environnementale, je veux dire, elle aboutit à ce que 80% de nos achats sont aujourd'hui réalisés dans la région Grand Est et l'essentiel en Alsace. Et donc, je veux dire, ça vient complètement abonder, je veux dire, ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Hoffmann. C'est-à-dire que nous avons besoin, effectivement, de repenser notre société. Et dans le cadre de la reprise économique qui se déroule aujourd'hui, une des difficultés, c'est de changer ce modèle. Et un certain nombre de matériaux ne sont pas disponibles parce qu'ils viennent de trop loin et que les transports sont difficiles. Mais les hommes et les savoir-faire sont ici. Et donc, il faut effectivement réussir à réinventer. Alors, faut aussi, et dans ce qu'a dit le président, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut pas acheter qu'un prix. C'est-à-dire qu'il faut admettre que notre société, je veux dire qui reste une société d'abondance, sera toujours plus chère dans la production que la Chine, le Pakistan, etc. Et si on n'accepte pas de faire cet effort-là, alors on reviendra au monde d'avant. Alors, Jean-Luc Hoffmann, il y a un point particulier en préparant ce plateau avec vos collaborateurs, notamment Anne Biber, que je remercie, qui s'est beaucoup investi pour qu'on puisse ce soir être à la hauteur, vous, moi, tout le monde. Hein. Il y a un point qui est revenu, c'est que, par contre, vous ressentez des potentiels, enfin, quand je dis vous, tous les artisans, ressentent des potentielles difficultés sur le secteur de l'apprentissage. C'est très net, ça. Alors l'apprentissage, parce que là on est en période de crise, surtout on est aussi en période de recrutement. Les entreprises artisanales, logiquement, sont en période de recrutement des apprentis qui vont rentrer dans nos CFA au mois de septembre. Sauf que si vous n'avez pas un message d'espoir à donner aux artisans, ils vont freiner des cas de fer. Donc le message, c'est de continuer à prendre des apprentis, parce que la croissance, on va la retrouver. On va retrouver à un moment donné, on va de nouveau aller de l'avant. Et là, il nous faudra du personnel qualifié. Ça, c'est absolument important. Et c'est maintenant qu'on les fait. Pour éviter d'avoir un trou d'air d'ici 2-3 ans, quand la croissance aura repris, qu'on aura à nouveau des marchés, qu'on aura des chantiers, qu'on aura à nouveau plein de travail, ben, c'est maintenant qu'il faut miser sur l'apprentissage et toujours encore miser sur cette transmission qui est l'âme de l'artisan. J'imagine que les entreprises artisanales qui sont vos ressortissants, vous en ont parlé, beaucoup sont en difficulté et certaines craignent de ne pas pouvoir assumer le coût des apprentis. On en va jusque-là, quoi. Oui, mais l'apprenti a un coût qui est assez réduit et puis aujourd'hui, il y a aussi des aides qui sont mises en place. Merci Bernard Stalter avec la loi de l'apprentissage qu'il a piloté largement. Et il y a des aides qui existent, il y a des aides qui vont encore être apportées en plus. Je ne peux pas vous en parler, mais des aides qui sont prévues, qui vont être mises sur le terrain bientôt pour promouvoir l'apprentissage, parce que l'apprentissage a besoin. On a besoin d'apprentis pour la transmission. Il ne faut évidemment pas casser cette dynamique qui s'est mise en route il y a peu de temps. Oui. Je peux en témoigner, d'ailleurs, Bernard Stalter faisait partie d'une table ronde que nous avions organisée pour le magazine qui devait sortir pour le salon EGAST, qui n'a jamais eu lieu. Et avant cette table ronde, il me parlait de ces efforts immenses qu'il a dû faire pour que cette loi passe et de tous les espoirs qu'il avait dedans. Donc il ne faut pas casser cette dynamique. Alors j'ai 3 questions en fait, qui sont très pratiques, posées par les internautes. Quelqu'un nous dit que les examens prévus en juin risquent d'être reportés, ce qui alourdirait encore la charge des entreprises. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a beaucoup d'examens qui vont se faire sous un modèle différent, sous le contrôle continu, puisqu'on a pratiquement acté que toute la partie théorique des examens se fasse sous contrôle continu. Et puis, il y a une partie selon les professions, il y a une partie des examens, une partie des autres examens qui vont être faits sous contrôle comme d'habitude, qui peuvent se faire, bien sûr, en respectant la différenciation sociale et sanitaire.
D'accord. Alors, il y a une question aussi très pratique. J'ai une question dont je ne parviens pas à trouver la réponse, nous dit un artisan. J'ai 2 apprentis actuellement en chômage partiel. Ont-elles pour autant l'autorisation d'aller au CFA? Alors, pour l'instant, les CFA sont encore fermés. Donc, à partir du moment où ils ouvriront, ben, on pourra statuer si, bien sûr, je pense que le cursus pourra être suivi. Le cursus normal du CFA sera suivi. Dans certains métiers, aujourd'hui, on arrive à un contingent d'heures qui n'est pas assez grand pour arriver en bout de cursus. Donc on va continuer certainement dans certains métiers cet été à former les jeunes. Et puis une autre question qui n'a pas grand-chose à voir avec la crise actuelle, mais c'est manifestement un problème qui n'est pas résolu pour quelqu'un, un parent. Voilà ma fille, voilà, dit-il ou dit-elle, ma fille cherche un CAP mécanicien automobile. Et comme c'est une fille, elle ne trouve pas, car il n'y a jamais de vestiaire aux normes. Pour les mécaniciens auto sont apparemment tous des mâles, et les femmes ont du mal à trouver un vestiaire. Comment peut-elle faire? Car bientôt, elle va se retrouver sans rien. Ça, c'est pratique, ça. Vous parlez du CFA? Ou vous parlez en entreprise? Je vous livre la question telle qu'elle m'a été posée. En entreprise, il faut bien sûr adapter ce genre d'endroit. Maintenant, je peux vous parler 2 minutes de mon métier. Dans mon métier, le métier de boucher, qui est quand même un métier qui est dur au départ, mais qui est très technique quand même, oui. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans notre métier. Dans mon comité au sein de la corporation, il y a la parité. On est même au-delà de la parité. On a 8 femmes et 7 hommes. Dans les sociétés qui emploient des apprentis dans la boucherie, les vestiaires sont adaptés en tout cas. On a des vestiaires adaptés déjà parce qu'on a du personnel de vente qui souvent est féminin. Bien sûr. Enfin, moi, je vous pose des questions comme elles me viennent. Hein. Il n'y a aucun souci. Moi, je peux répondre à toutes les questions. Voilà. On va parler des problématiques qui sont soulevées par cette crise maintenant, notamment la prise en charge des surcoûts. Cette crise, dans les marchés qui vont avoir lieu maintenant, elle va impacter directement le coût subi par l'entreprise. Et bien entendu, l'entreprise va, j'imagine, tenter de répercuter ses coûts sur son client, que ce soit un client public ou privé. Comment vous gérez ça au niveau de l'artisanat? Quels conseils vous donnez actuellement aux gens? Alors aujourd'hui, il y a certainement des marchés qui ont été négociés bien avant la crise. Avant la crise et qui sont en train de se faire. Ces marchés-là, en bonne logique, et puis il faudrait les regérer et puis éventuellement partager les frais entre le donneur d'ordre et l'exécutant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des surcoûts dus au déplacement, puisqu'il faut prendre souvent, pour 2 personnes, prendre 2 camionnettes, les masques, les protections. Il y a de grosses problématiques à ce sujet. Et puis effectivement, je pense qu'il va falloir se partager un peu les frais. Voilà, et il y a d'autres métiers où c'est quantifiable. Un coiffeur aujourd'hui, pour une coupe basique homme où il mettait 30 minutes, mettra 45 minutes parce qu'il faut qu'il nettoie 2 fois le fauteuil du shampoing, il faut qu'il désinfecte les ciseaux, les peignes, et puis il faut habiller la personne qu'on est en train de coiffer différemment que ce qu'on faisait avant ou qui était fait en 2 minutes. J'ai vu passer une étude ce matin, rapidement, qui estimait justement pour la coiffure, parce que ça c'est évidemment l'artisan, je dirais, à la pointe de l'actualité, parce que je pense que tout le monde a eu pour ambition de se précipiter chez son coiffeur en tout premier, homme comme femme d'ailleurs. Vous-même, Robert Herrmann, vous êtes, oui, tout à fait. Vous y êtes passé, hein. C'est impressionnant. Le coût serait, pour tous les coiffeurs, disait environ entre 3 et 5 euros par session, quoi. Ça coûte entre 3 et 5 euros de plus que ça ne coûtait il y a 2 mois, quoi. Voilà. Oui, mais vous savez, le coiffeur, il n'a pas eu de rentrée d'argent pendant 2 mois. Et se retrouve aujourd'hui à devoir en plus supporter 3 à 5 euros sur une coupe. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Moi non plus, ça ne me choque pas. C'est pour expliquer que voilà, c'est bien sûr un coût. Vous avez une ligne de prévu dans les marchés publics dans les collectivités, nous, on a prévu, d'une part, d'identifier sur les marchés une ligne Covid, de manière à ce qu'elle disparaisse le jour où, je veux dire, on en aura fini avec, il faut l'espérer, ce virus. Par ailleurs, nous avons indiqué qu'il nous semblait normal qu'il y ait un partage, pour ce qui concerne les collectivités,
entre les entreprises et la collectivité, parce qu'il n'est pas question évidemment que cela soit à la charge des opérateurs, sinon je veux dire, on le retrouvera autrement, ailleurs. Et donc il faut qu'on trouve un compromis là-dessus. Il faut trouver des avenants, vous avez raison de le dire. Pour les marchés qui sont passés, il faut qu'on puisse les reprendre et de ne pas laisser cela à la charge des entreprises. Et puis par ailleurs, en particulier pour les artisans, on est en train de discuter d'une opération qui pourrait permettre de passer de 10% d'avance sur les marchés à 30%, parce que ce qui fait défaut aujourd'hui à un certain nombre d'artisans en particulier, c'est la trésorerie. Et donc si on peut améliorer, je dirais, la capacité de trésorerie de ces entreprises, je veux dire, on s'en portera que mieux et on évitera peut-être qu'elles aient des difficultés supplémentaires. Donc on travaille sur ces questions-là avec les représentants des différents organismes, dont la Chambre des métiers, et on va poursuivre ce travail-là pour faire en sorte, en tout cas, que ça ne soit pas une difficulté et qu'on ne perde pas d'entreprises et d'artisans en particulier à cause de cela. Ça, ce serait absolument terrible. J'imagine que vous avez aussi une vraie vigilance sur les délais de paiement, évidemment, encore plus que jamais. Alors, sur les délais, on est aujourd'hui à la métropole et à la ville de Strasbourg à 20 jours, et on va essayer de garder ces délais-là, marché terminé. Et puis par ailleurs, on essaye de faire en sorte, on a relancé les appels d'offres pour éviter les trous d'air, et donc on essaye de soutenir l'activité économique. Parce que si on ne réussit pas à reprendre maintenant les activités, on en parlait tout à l'heure, mais de la manière la plus forte qui soit, je veux dire, on va accumuler, je dirais, des difficultés dans les entreprises avec du chômage derrière. Donc, faut qu'on reprenne. On était en mono-activité pour l'instant sur les chantiers, il faut qu'on soit en pluri-activité. Je veux dire, au fur et à mesure, permettre à chacun de revenir sur les chantiers, je dirais, en toute sécurité sanitaire, j'entends, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais il faut qu'on reprenne le chemin des chantiers et le chemin des travaux, je dirais, d'une manière plus forte. Alors justement, ça m'ouvre la voie à la question suivante. Il y a évidemment, alors ça c'est une chose qui hante l'esprit de tous les chefs d'entreprise, et pas seulement les artisans, mais tous ceux qui, dans ce pays, ont entrepris, ont du personnel, c'est bien entendu les obligations de sécurité que l'employeur a et la faute pénale éventuelle de l'employeur. Ça, c'est un vrai problème, ça. Vous le gérez comment? Est-ce que l'information des artisans est, je dirais, suffisante à ce niveau-là, ou est-ce qu'il faut encore rappeler les responsables, les artisans, c'est des personnes qui sont responsables. C'est des personnes qui sont responsables et qui mettront toujours la sécurité de leur personnel en premier lieu. À partir du moment où la sécurité est respectée, où on peut travailler dans des conditions de travail, on a des fiches métiers pour tous les métiers aujourd'hui. À partir du moment où tout le monde peut travailler de façon le plus sécuritaire possible, il faut absolument reprendre le travail. C'est nécessaire pour l'économie, c'est nécessaire il faut relancer la machine aujourd'hui. Relancer la machine, c'est toute la question. Alors, il y a tellement d'items qui contribuent à dire qu'on a relancé la machine, donc on l'a relancé finalement. Il y en a un, c'est les fournitures, l'approvisionnement en matières premières, en matériel, Comment ça se passe dans les métiers de l'artisanat? Alors ça, c'est le genre de questions qui me sont posées actuellement, qui sont en train de remonter, puisqu'on est à peu près à 8 jours ou 15 jours d'ouverture. C'est effectivement les fournitures qui manquent. Il faut que toute la machine se remette en route, mais c'est toute une chaîne, en fait. C'est une chaîne qui a été brisée. La chaîne, il faut qu'elle se remette en route du début jusqu'au client final, en passant par l'artisan qui est juste avant le client final. Est-ce que vous avez des indications tendancielles par métier? Dans quelle corporation, dans quel type de métier c'est le plus difficile sur ce point-là? Alors, je n'ai pas encore reçu les corporations. Je vais le faire très prochainement pour un autre sujet. Mais je veux des remontées de chaque corporation pour qu'on puisse évaluer exactement les besoins, les leviers qu'il faut actionner pour que l'économie puisse repartir dans nos branches d'activité. Et dans votre corporation d'origine, si je puis dire, la boucherie, la charcuterie, le traiteur, les filières sont opérationnelles, il n'y a pas trop de... Alors, il n'y a pas eu de casse, il y a eu des... moi, là, j'ai les remontées, j'ai vraiment des remontées au plus proche. Il y en a qui ont travaillé mieux, il y en a qui ont travaillé moins bien. Il y en a qui ont fait les marchés pendant les 8 semaines qui n'ont pas pu aller sur les marchés, d'ailleurs.
Merci, Monsieur Herman, d'avoir appuyé quand même nos demandes en ce sens sur les marchés strasbourgeois qu'on ne pouvait plus faire. Mais il y a aussi le boucher charcutier qui a une grosse part de traiteurs, d'événementiels. J'ai un collègue, mon vice-président, qui a eu en 3 jours 4000 repas qui ont été annulés au début de la crise. Tout le secteur événementiel était... Et il est passé de une quarantaine de salariés à 8 salariés. Il ne fait plus que l'activité de boucher charcutier. Donc, on a aujourd'hui 35 000 entreprises artisanales en Alsace, mais on a 35 000 cas différents à gérer. Et on est là pour accompagner nos collègues, nos artisans, pour passer cette crise. Bien sûr. Robert, au niveau de l'Eurométropole, est-ce qu'on peut quand même rappeler, enfin peut-être de l'Eurométropole et même pourquoi pas d'autres institutions, d'autres collectivités, hein, je pense à la région, peut-être à la ville également, est-ce qu'on peut rappeler les aides qui ont été mises en place? Bon, il faut le faire rapidement, bien entendu, mais parce que peut-être qu'on se dit que on n'est pas certain que tout le monde ait eu accès vraiment à ça encore, hein, sache exactement ce qu'il peut faire. On a adhéré immédiatement au Fonds résistance de la région. Voilà. On a par ailleurs un débat sur les loyers. Je l'ai dit à l'occasion, je ne souhaite pas favoriser des effets d'aubaine, mais si dans nos locataires, en particulier puisque nous avons des artisans dans des pépinières d'entreprise, si ceux-ci sont en difficulté, il a été créé une commission qui arbitrera et qui peut aller jusqu'à la gratuité des loyers s'il faut aider l'entreprise. Nous sommes en train de réfléchir... Ça, c'est pour les loyers publics, hein, c'est-à-dire... Oui, voilà. dans nos pépinières d'entreprise, où nous sommes propriétaires des locaux, nous avons déjà fait en sorte que les loyers ne soient pas demandés et qu'ils soient lissés sur le temps, mais autant que de besoin, pour sauver les entreprises, nous sommes prêts à aller jusqu'à la gratuité des loyers, si ces entreprises sont en difficulté et sous réserve de l'examen, je dirais, par une commission. Les locataires qui sont concernés par ce fonds qui s'appelle soutien régional Résistance, hein, oui. le nom parle tout seul, ils sont tous informés au fond de ce qu'il faut faire? Ils savent tous exactement? Écoutez, moi je crois que les entreprises, les chefs d'entreprise savent trouver l'information là où il faut. C'est d'ailleurs pour cela qu'avec Jean Rotner, nous avons été interpellés parce que ce fonds paraissait trop restreint à travers les critères qui avaient été fixés, et nous sommes en train d'élargir les critères pour réussir à prendre en compte plus d'entreprises et faciliter l'accès à ce fonds. C'est absolument nécessaire, je veux dire, il faut qu'on amène de la souplesse, du pragmatisme dans ce fonds, c'est en train de se faire, on va améliorer. Si, alors que nous allons observer la totalité des situations, si nous avons connaissance de quelque chose que l'on peut faire en plus des aides décidées par l'État, je veux dire, les charges qui sont supprimées pendant un temps, la prise en compte d'un certain nombre d'éléments liés aux emprunts, au lissage de charges, etc. Je veux dire que nous sommes tout à fait prêts à observer cela. Ce n'est pas notre mission première, mais nous l'assumerons et nous le ferons, je dirais, mais ce que nous voulons éviter, c'est les effets d'aubaine. Nous avons momentanément décidé d'une chose, qui était de participer à la relance économique en multipliant les marchés publics, en accélérant les procédures qui avaient été arrêtées de manière à ce que les entreprises retrouvent de l'emploi. Moi, je le dis et je le redis, je veux dire, les entreprises préfèrent des contrats à des subventions, parce que la subvention, c'est toujours quelque part le moyen de dépasser une difficulté qui était imprévue dans l'entreprise. Et par conséquent, nous jouons ce rôle-là, je dirais, de locomotive. S'il faut aller plus loin, nous le ferons évidemment. Nous sommes en train de l'observer. Alors, Jean-Luc Hoffmann, il y a un point particulier que la crise dans le domaine de l'artisanat a peut-être permis de révéler, peut-être pas de révéler, mais en tout cas d'accentuer, et les artisans se sont peut-être de la même façon sentis obligés de s'y mettre vraiment, pour parler un peu vulgairement, c'est tout ce qui concerne le numérique et la digitalisation. Et ça, je crois que vos services l'ont noté depuis un peu plus de 2 mois que tout cela a démarré, a commencé. Des entreprises sont de plus en plus convaincues, artisanales, sont de plus en plus convaincues que dans ce domaine-là, comment dire, je caricature un peu, mais il faut se mettre à jour, quoi. Allez hop, c'est le moment ou jamais, quoi, parce que c'est devenu tellement incontournable maintenant. Tout à fait. Dans l'alimentaire, on s'y est mis très très rapidement, et puis et ça marche aujourd'hui très bien.
mais on peut l'étendre au reste de l'artisanat parce que les gens ont changé en 8 semaines également de façon de consommer. Aujourd'hui, on veut rester dans son canapé et puis on veut voir les produits défiler sur sa tablette et puis en 2 clics, on veut les commander. Alors pourquoi ne pas imaginer sur certains métiers, des métiers d'art, des métiers, les artisans d'art ou d'autres métiers, les ébénistes, de mettre leurs produits, leurs créations sur un site marchand et puis essayer de vendre de cette façon-là. C'est toute une économie qui est à repenser, mais quelque part c'est très excitant, c'est un challenge qui est excitant à mettre en œuvre. Les métiers de bouche, qui sont une grande partie des artisans qui sont vos ressortissants, bien entendu, ont pourtant tout intérêt à s'y mettre à ce fameux click and collect, parce que c'est un système qui s'est pas révélé pendant la crise, mais qui a pris de l'importance pendant la crise, hein, et même dans certains cas, une importance incontournable. Mais quand on y réfléchit un petit peu, quand on aura retrouvé une vie normale, je mets plein de guillemets autour de tout cela, bien entendu, parce qu'on a bien du mal à savoir ce qui sera normal demain matin par rapport à ce qui aurait pu être anormal la veille. Hein. Bon, on ne sait pas, on est dans l'inconnu là encore. Dans une vie, entre guillemets, normale, donc, qu'est-ce qui empêche de commander comme ça on commande sur un site internet et on va récupérer sa commande, ou même on se la fait livrer. Je ne parle pas forcément des restaurants, je parle des métiers de bouche, chez les bouchers, chez les charcutiers, chez les pâtissiers, etc. C'est tout à fait faisable aujourd'hui. Mais on est en train de changer. Tout le monde est en train de changer. Et puis, bon, il y a toujours un effet boule de neige. Il y en a qui entraînent d'autres. Et puis, mais on commence vraiment. Moi, je le martèle dans ma corporation. Et puis tout le monde est arrivé au constat, on va vendre d'une autre façon qu'on vendait jusqu'à présent. Et les autres corporations, c'est pareil. Les pâtissiers, vous parliez des pâtissiers, les pâtissiers ont eu un peu de difficultés au début, puisque c'était pas des entreprises de première nécessité, hein, la pâtisserie, donc beaucoup ont fermé parce qu'elles fonctionnaient beaucoup avec les salons de thé. Et puis il y a eu la production de Pâques qu'il fallait bien écouler d'une façon ou d'une autre, et beaucoup se sont réinventés, ont fait du click and collect pour au moins limiter la casse. Alors il y a un internaute ou une internaute, je ne sais pas, qui vous exhorte en quelque sorte, la Chambre des métiers d'Alsace, à revoir une communication forte pour privilégier la consommation locale. Vous en parliez tout à l'heure. Toujours la pédagogie, mais on vous demande aussi, faites savoir, quoi. Voilà ce qu'on est... Pas seulement le savoir-faire, mais le faire savoir. Le faire savoir, tout à fait. On est dans cette optique, et puis on va le marteler aussi fort qu'il le faut, aussi fort que si c'était Bernard Stalter qui le martelait. On nous dit aussi, pour les coiffeurs, ok, d'accord, mais quid des métiers de l'esthétique? Vont-elles pouvoir s'adapter, les entreprises qui sont dans le métier de l'esthétique, à la sortie de crise ou bien disparaître? C'est vrai que ce sont des métiers d'esthétique où, par définition, on ne peut pas être plus proche du corps de quelqu'un d'autre qu'en s'en occupant. Dans les 4 métiers que j'ai visités lundi, il y avait un métier de l'esthétique. Et donc, on a regardé avec cette personne les problématiques qu'il y a. Et en fait, les problématiques ne sont pas différentes qu'ailleurs, puisque avec un masque plus une visière, avec des gants, avec des lingettes jetables, il y a moyen de faire, et il y a eu moyen de faire. Et c'est une personne que je pense qui travaille depuis lundi dernier, et son carnet de commandes est rempli. Donc effectivement, là, encore une fois, l'imagination est sans doute au pouvoir, hein, il faut se réinventer en permanence. Une question presque anecdotique, elle n'est pas tout à fait hors sujet quand même. Malheureusement, les gens sont dans les starting blocks pour retourner faire leurs courses à Kehl. Comment remédier à ça? Alors ça, je vous la livre parce que ça montre que les gens sont dans le Facebook Live, là, ils réagissent. Là c'est un problème, crise ou pas crise, qui de toute façon est permanent. C'est ce que M. Herman disait tout à l'heure, c'est le prix qui guide les achats des gens, des personnes. Bon, après... On peut pas critiquer une telle démarche. Hein. Tout le monde essaye de subvenir à ses besoins, et puis on n'a pas un pouvoir d'achat qui
qui peut se multiplier. Donc voilà, on peut comprendre ce genre de démarche, mais si vous avez la possibilité de le faire, c'est d'acheter plus local, ça serait... Mais oui, bien entendu. J'en profite, puisqu'on est sur cette question, on est en plein dans l'actualité. On se souvient qu'avec Madame Chevalier, qui était notre dernière invitée, c'était dimanche, la veille du déconfinement, la question lui avait été posée sur la réouverture des frontières. Et elle disait que ça travaille dessus au niveau national, mais ce n'est pas de sa responsabilité directe. On a du nouveau là-dessus, les frontières vont être bientôt ouvertes. J'ai appris que la Suisse la réouvre avec le... Il y a un bruit de fond qui dit que ça ne va pas tarder, mais le fait d'avoir pu constater qu'on trouvait plein de choses à Strasbourg, c'est pas mal aussi, je trouve. Même si je suis ravi si les frontières s'ouvrent, évidemment. Bien sûr. Alors, la numérisation, vous en parlez tout à l'heure, soutenir et créer, on nous dit soutenir et créer un site de vente en ligne dédié aux artisans, c'est-à-dire un site qui fédérerait, non pas chaque artisan, je pense des métiers de bouche en particulier, peut très bien faire son site internet, organiser un click and collect, mais quelqu'un dit, pourquoi ne pas créer un site tout au-dessus, auquel on irait, on choisirait sa catégorie d'artisans, et ce site serait facilitant pour les démarches. C'est une chose envisageable, ça ? C'est une chose qui est envisageable, c'est même une chose qui est envisagée, puisqu'il y a on est à des balbutiements de préparation, et puis il y en a qui nous ont précédés un peu, qui ont créé des sites marchands pour faciliter l'accès aux artisans ou aux commerçants, et aussi faciliter l'accès, faciliter la transaction en fait. Mais je pense qu'on va aller vers une aide au niveau numérisation de cet ordre, oui. Vous envisagez aussi de la formation pour les artisans, évidemment, de toute façon. La formation, il faut toujours pour les artisans. Hein. Ouais. D'ailleurs, on peut parler des réseaux sociaux. On a vu plein de choses pendant les réseaux sociaux. Hein. On a vu tout le monde qui faisait son pain. On a vu des coiffeurs qui s'improvisaient avec des coupes pas droites. On a vu plein de choses dans ce genre. Donc, quelque part, un métier, ça s'apprend. Il y a un maître d'apprentissage. Et il y a un CFA. Et puis il y a une formation. Si vous donnez un morceau de bois et une scie à une personne, ça n'en fera pas un menuisier. Bien sûr. Donc il y a un métier et puis ça s'apprend. Et puis c'est aussi un message pour nos amis qui aujourd'hui s'inventent des métiers qu'ils ne font pas. Ouais, bien sûr. Robert Hamann, j'ai une question pour vous là, qui est tombée. Pourquoi les commerçants non sédentaires proposant du non-alimentaire ont le droit de déballer sur les marchés à Strasbourg depuis cette semaine, alors que les marchés de créateurs ont été interdits par la municipalité jusqu'au moins en juillet? Oui, ce n'est pas la municipalité d'ailleurs, c'est la législation actuelle dans le cadre de la situation de crise. Les marchés, comme les commerces, sont ouverts, et c'était une bonne chose. Les manifestations exceptionnelles restent au stade de manifestation et les réunions de plus de 10 personnes sont interdites à ce jour. Et par conséquent, je veux dire, toutes les manifestations sportives, culturelles, etc. sont toujours interdites, mais c'est vrai à l'échelle nationale. Ce n'est pas le maire de Strasbourg qui prend un arrêté en la matière. Il y a une vraie inquiétude, hein, c'est sur le secteur de la restauration. Je sais qu'ils ont leur organisation professionnelle eux-mêmes, mais enfin bon, tout s'interconnecte et tout est en relation les uns avec les autres. On parle maintenant de certains restaurants qui seraient ouverts. On a entendu dans la bouche du Premier ministre cet après-midi même, dans la zone verte. À partir du 2 juin, certains restaurants, sous certaines conditions, pourraient réouvrir, ce qui suppose que si Strasbourg, notre région, est encore en zone rouge, ce ne sera encore pas pour tout de suite. On sait qu'il y a une inquiétude folle dans ce milieu-là, folle. Et de plus en plus sur les réseaux sociaux, vous en parliez, Monsieur le Président, on voit apparaître des posts qui disent « mais pourquoi ne pas faire comme là ou comme là ?» C'est-à-dire ouvrir de l'espace public, gagner sur l'espace public pour faire des terrasses, ce qui faciliterait les choses pour les restaurateurs, le moment venu. Est-ce qu'il y a une étude particulière qui est mise en route à ce niveau-là? Est-ce que c'est envisageable, ça? Il y a une demande. Une demande, ça c'est sûr. Alors, c'est un sujet qui est très compliqué. D'abord parce que l'espace public n'est pas le même chez nous, à Copenhague, à Berlin. Souvent, on évoque Berlin. Berlin est une ville où les avenues sont gigantesques, où il y a des grands parcs. C'est Vilnius qui a donné le coup d'envoi à Paris. Vilnius, ceux qui connaissent Vilnius,
Je veux dire, imagine à peu près les espaces qui sont disponibles. C'est pas tout à fait vrai dans les villes médiévales. Hein. Je veux dire, la petite France, il n'y a quand même pas le même espace qu'il y a à Vilnius. Donc, il y a ça. D'autre part, il faut qu'on garde de l'espace pour les piétons. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut être à 1 mètre les uns des autres. Bien sûr. Et en même temps, mettre des terrasses partout. Et comme on a une ville qui est très bâtie, si on met des terrasses à la sortie des immeubles, on verra vite les locataires ou les propriétaires de ces immeubles, je veux dire, considérer que, je veux dire, ils sont maltraités avec des terrasses qui seraient trop proches de leur entrée et sortie. Ils ont éventuellement des enfants, des personnes âgées, fragiles. C'est pas simple. Donc ce sujet vient frapper toutes les contradictions qui ne sont pas qu'apparentes. Et donc ce sujet n'est pas du tout aussi évident qu'il y paraît. Par ailleurs, si on était pragmatique, on dirait, ben là c'est possible, là c'est pas possible. Oui, mais au titre du droit à l'égalité, qui est un droit bien français, je veux dire, est-ce que la ville risque d'être condamnée ou pas devant les tribunaux? Oui, bien sûr, elle risque d'être condamnée si elle ne donne pas le même droit à l'un qu'à l'autre. Et donc, il faut arriver à trouver un compromis. Ce sujet est sur la table, mais il est éminemment compliqué. Si on rajoute à cela le fait qu'on souhaite demain la reprise d'un certain nombre de manifestations publiques, qu'elles soient de nature contestataire, ça ne manque pas à Strasbourg, ou de nature promotionnelle, je veux dire, vous imaginez que tout ce monde revienne alors que le virus n'a pas complètement disparu. Oui, c'est vrai. Et donc, rien n'est simple. En tout cas, il y a les responsabilités sont lourdes, il faut y être très attentif. Une chose qui est incroyable, et quand on se met un tout petit peu dans la peau des gens qui sont restaurateurs, des gens qui possèdent les cinémas, ça, on n'en parle pas beaucoup, la culture également. Culture qui est dramatiquement touchée. C'est incroyable. Les bars également, hein, pour l'heure en tout cas. Donc là, il y aurait encore de quoi faire des émissions le moment venu, sans doute. Il ne nous reste que 2 petites minutes. Jean-Luc Hoffmann, parce que le temps passe très vite en votre compagnie. Est-ce que vous pouvez profiter de ces 2 dernières minutes pour, délivrer l'ultime message aux artisans qui doivent nous écouter en nombre ce soir ou qui nous reverront, puisque ces plateaux sont rediffusés ensuite via YouTube. Quel est là où les 2 idées, ou en tout cas où les 2 thèmes que vous pourriez développer pour regonfler définitivement le moral des troupes? Je voudrais en profiter pour dire qu'on vit une période qui est exceptionnelle, mais on doit être tous unis et solidaires, et il faut vraiment qu'il y ait du bon sens entre tous les acteurs. Tous les acteurs, que ce soit les artisans, mais aussi les acteurs qu'on a autour de nous. On a besoin aujourd'hui de retrouver de la confiance, et on la retrouvera ensemble. Et dans le bon sens, vous en parliez tout à l'heure, hein, il faut vraiment qu'on arrive à avoir du bon sens et faire des arbitrages qui ne sont pas contraignants pour l'un et favorisants pour l'autre. Il faut que tout le monde puisse avoir du bon sens, et on redémarrera ensemble toutes les activités, qu'elles soient artisanales ou que ce soit les restaurants ou que ce soit la culture, et on y arrivera tous ensemble. Et puis, comme dit, repenser ce modèle, sortir de la mondialisation, revenir sur un schéma beaucoup plus local et avancer ensemble dans cette optique. Ça, c'est sans doute une thématique, je le pressens, qui va revenir souvent dans votre bouche à l'issue de tout ce que nous venons de vivre. Ça nous a fait super plaisir de faire votre connaissance, Jean-Luc Hoffmann. Merci à vous. En cette circonstance, on aura l'occasion de se retrouver maintenant qu'on se connaît sans doute tant. Les problèmes de l'artisanat nous concernent tous, et j'ai le sentiment qu'avec tout ce que nous venons de vivre, tout le monde, on a compris que le boulanger, l'artisan, charcutier qui est au pied de chez nous, ça passe aussi par les pressings, par des tas de choses, tous ceux qui font notre vie quotidienne et que peut-être on a tendance un petit peu à oublier, on va s'en rappeler et les considérer beaucoup plus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des complices de proximité pour notre vie à tous. Merci Jean-Luc Hoffmann. Merci à vous. Merci Robert Hamann d'avoir été avec nous. Alors on aura peut-être une 7e émission, je ne sais pas, dans une quinzaine de jours, on est en train d'y réfléchir parce que le professeur Jean Sibiad qui était intervenu lors de cette toute première a laissé une tellement impression formidable auprès de nos internautes que ce serait peut-être pas inutile de reparler santé dans une quinzaine de jours pour voir l'évolution de ça. On est en train d'y travailler. En attendant, l'occasion pour moi de donner des remerciements pour tous ces plateaux. Je voudrais d'abord remercier les équipes de Via Storia sous la direction active de Yann Poincelet qui ont fait en sorte que tout fonctionne bien et qu'on puisse travailler dans de très très bonnes conditions.
je les remercie. Merci à Patrick Adler et à Lisa Aller également du côté de Hors-Normes pour que ces plateaux puissent se faire là aussi correctement. Merci à vous, Robert Herrmann, de nous avoir fait confiance. Ça nous a fait très plaisir de répondre à votre demande et pour tout dire, on a pris notre pied ici sur ce plateau. Les internautes ont été exceptionnellement nombreux, regardent tout cela. Mais les invités étaient tous de qualité. Je veux souhaiter pleine réussite au nouveau président. J'allais terminer évidemment par les invités qui ont tous été d'une grande qualité, comme on l'a encore vu ce soir avec Jean-Luc Hoffmann. Alors, guettez sur vos réseaux sociaux peut-être la prochaine, qui sera la dernière, avec Jean Sibiad, le professeur. Et en tout cas, on sera fidèle au rendez-vous si tel était le cas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de nous suivre et merci aussi de faire fonctionner le bouche-oreille comme vous le faites parfaitement. Bonsoir à toutes et à tous.